psychomotricité, c'est une discipline paramédicale. Elle est régulée à Maurice par le Allied Health Professional Council. Il faut avoir un diplôme pour l'exercer. Et c'est une discipline qui s'intéresse au lien entre le développement du cerveau et la manière dont on se met en mouvement. Et donc du coup, aussi à la manière dont on interagit avec l'environnement. Les troubles psychomoteurs, ils sont variés et ils sont en lien avec les fonctions psychomotrices. Donc on peut avoir des difficultés de motricité globale, donc quand on utilise le corps dans son ensemble, on peut avoir des difficultés de motricité fine. Et donc pour pouvoir faire des mouvements en général, il faut pouvoir contracter ses muscles correctement. Donc on peut aussi avoir des difficultés à contracter ses muscles. Donc les muscles se contractent un peu trop, dans le cas de l'hyperactivité par exemple, ou un peu moins dans le cas de l'autisme. Il faut pouvoir comprendre son corps et il faut pouvoir faire son corps interagir avec l'environnement. Donc pour comprendre son corps, on parle de schéma corporel. Donc comment est-ce qu'on visualise son corps, qu'on connaît les parties de son corps, etc. Alors comment on interagit avec son espace, c'est-à-dire comment est-ce qu'on place son corps dans l'espace et aussi dans le temps. Donc toutes ces fonctions-là, la motricité, la manière de contracter ses muscles, comprendre son corps et comprendre l'espace et le temps, tout ça rentre en considération en psychomotricité. On va consulter un psychomotricien en général quand on a des difficultés motrices. Donc si on n'arrive pas à mettre son corps en mouvement comme il faut, un cas classique, c'est par exemple dans un cas de handicap où un enfant n'aura pas la motricité nécessaire pour se déplacer dans son environnement. Il peut y avoir aussi des cas plus scolaires où l'enfant a du mal à se mettre à l'écriture. Et chez les adultes, on va plus voir des difficultés à se détendre, à avoir la bonne contraction musculaire, par exemple dans des cas de dépression, d'anxiété. Donc en général, dès la naissance, on peut intervenir en psychomotricité. Les psychomotriciens interviennent souvent en néonatologie chez les enfants qui sont nés prématurément. Donc ça peut être des enfants qui ont des soucis à fixer le regard, à porter la main à la bouche, etc. Et donc là, dès là, le psychomotricien peut intervenir. En général, les parents vont se rendre compte qu'il y a un décalage, parce que c'est comme ça qu'on identifie un trouble, c'est qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un enfant du même âge. Donc le décalage, souvent, il va être forcément identifié à l'école. Donc souvent, les parents vont s'en rendre compte quand ils vont mettre leur enfant en communauté, donc ça veut dire à la garderie ou à la maternelle. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que leur pédiatre leur fait remarquer qu'il y a un décalage. En général, les parents viennent me voir parce que l'enfant n'arrive pas à s'asseoir et faire les activités à table. Ça, c'est souvent la première raison. Les parents, en général, ils vont remarquer un retard de développement plus global. Donc, eux, ils vont peut-être plus mettre l'accent sur le fait que le langage ne s'est pas encore correctement développé. Mais en fait, le langage, c'est vraiment l'aboutissement de tout un tas d'apprentissages. Et moi, je vais regarder tous les apprentissages non-verbaux qui peuvent déjà poser problème en amont. Donc par exemple, comprendre les liens entre les différents espaces, donc faire des puzzles. Pareil, pouvoir contrôler son corps pour ne pas s'agiter dans toute la pièce. Par exemple, les enfants qui auront du mal à s'asseoir à table et être sur une activité. C'est peut-être des enfants qui vont avoir besoin de toucher tout ce qu'il y a dans la pièce et ils sont en permanence en agitation et ils n'arrivent pas à investir les apprentissages. Donc, à prendre du plaisir à faire un puzzle, à prendre du plaisir à faire des jeux de balles avec quelqu'un, etc. Donc c'est là que je vais intervenir. Des enfants qui peuvent avoir une déficience intellectuelle ou motrice, et après ce qu'on va appeler des enfants normaux, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de lésions au niveau du cerveau ou qui n'ont pas de problèmes orthopédiques, qui peuvent avoir des difficultés, par exemple dans le cas de l'hyperactivité. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il est génétiquement programmé
pour se développer dans un certain ordre, avec certaines étapes. Et déjà, je vais expliquer aux parents que ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien fait de mal pour que l'enfant soit comme ça. Malheureusement, il est né avec cette difficulté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de repérer chaque étape et qu'est-ce qui a pu poser problème à chaque étape et comment on va pouvoir accompagner pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Je vais les guider, donc je vais leur donner, je vais leur montrer ce qu'ils peuvent faire à la maison, je vais leur montrer comment ils peuvent interagir avec leur enfant parce que c'est pas forcément évident. L'interaction, normalement, c'est quelque chose qui vient naturellement et chez ces enfants qui sont en difficulté, ça peut poser problème l'interaction. Donc pour l'adulte, ça peut être difficile de savoir comment faire parce que c'est quelque chose de spontané normalement. Donc je vais leur montrer ça et puis après je vais leur proposer aussi des séances de thérapie dans lesquelles on va faire des petits exercices qui vont permettre de renforcer les compétences de l'enfant pour pallier aux difficultés. En psychomotricité, on parle de médiation, c'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose, un outil, entre le patient et le thérapeute. Donc ça va permettre un espace de création, c'est-à-dire qu'on interagit au milieu. Donc il n'y a pas forcément ce rapport d'autorité qu'il pourrait y avoir dans d'autres contextes. Et donc, d'une manière générale, on va choisir un outil qui va intéresser l'enfant, donc principalement le jeu. Donc on va pouvoir faire des jeux qui sont plutôt scolaires parce qu'on a des objectifs de pouvoir maintenir l'enfant dans un système éducatif ou quoi, mais on va aussi avoir des moments un peu plus spontanés où on va par exemple jouer à faire semblant de célébrer un anniversaire ou quoi. Donc on le met dans des situations sociales qu'il est susceptible de rencontrer pour que après, en dehors de la salle, il puisse se dire « Ah, mais ça, je l'ai vu avec la psychomotricienne et je sais comment il faut faire quand on est en train de chanter Joyeux anniversaire. Par exemple, je chante avec les autres, j'attends que la personne souffle ses bougies, on va partager le gâteau, etc. » Toutes ces petites situations sociales-là aussi, on les travaille en psychomotricité. Donc, une des définitions pour diagnostiquer l'hyperactivité, c'est que l'enfant va avoir cette agitation-là dans tous les aspects sociaux de sa vie. Donc, ça va être à l'école avec les professeurs, dans la cour de récré avec les amis et à la maison. Donc là, ça va déjà nous donner un petit indice. Si les parents nous disent « à l'école tout se passe bien, mais à la maison, il part dans tous les sens », là, on va savoir que c'est peut-être pas tout à fait. C'est possible que ce soit pas tout à fait de l'hyperactivité. Et donc, dans ce genre de cas, on va mettre en place ce qui s'appelle des limites. Donc on va essayer de contenir l'enfant, de lui expliquer les différentes règles et surtout de bien se tenir aux règles. Donc de toujours dans les mêmes circonstances, qu'il y ait les mêmes conséquences. Donc ça en général, ça calme pas mal les enfants. Le pourcentage qu'il peut y avoir d'enfants porteurs d'un trouble de l'attention, donc c'est comme ça qu'on appelle l'hyperactivité, il va être le même que mondialement. Il n'y a pas de raison que ce pourcentage-là soit vraiment différent à Maurice. Donc ça, c'est une réalité statistique. Maintenant, on peut aussi voir qu'il y a des phénomènes de mode. Donc aujourd'hui, on met beaucoup de côté ce système autoritaire et on essaye de placer vraiment l'enfant comme une personne à la même échelle que l'adulte. Mais ça, pour que ça fonctionne, il faut quand même que le parent puisse être convaincu que c'est à lui de mettre les règles en place pour que la relation fonctionne bien. Donc il y a déjà deux choses que moi je peux observer à Maurice, c'est que souvent les parents vont pouvoir dire « Ah non mais laisse-le, c'est un enfant, il ne comprend pas ». Ben non, en fait, dès le départ, l'enfant comprend beaucoup de choses, il faut trouver les mots pour lui expliquer, pour qu'il soit capable de comprendre et qu'il comprenne les règles dès le départ pour qu'il puisse fonctionner en société correctement. Parce qu'on peut avoir cette petite tendance, parce que c'est son enfant et qu'on l'aime, et on se dit « Non mais… » Allez, je le laisse faire cette bêtise-là parce que de toute façon, dans d'autres contextes, il n'aura pas le droit de la faire. Mais non, en fait, si vraiment on veut rendre service à son enfant, déjà à la maison, on lui montre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et
Avec des mots simples, en général, l'enfant est capable de comprendre. Donc ça peut donner une impression d'agitation, d'hyperactivité, parce que effectivement, l'enfant, il recherche les limites. Il recherche le moment où on lui dit non, pour qu'il sache qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, parce qu'il est en train de découvrir. Donc il fait confiance à l'adulte pour que l'adulte le guide dans ce qui est bon pour lui. Dans la très grande majorité des cas, les patients qui viennent me voir, ils ont entre 3 et 7 ans. Donc c'est pile le moment où il y a l'entrée en maternelle et l'entrée en primaire. Donc c'est ces deux moments-là qui peuvent vraiment poser problème. Mais après, on peut avoir, il y a un trouble par exemple qui s'appelle la dyspraxie, c'est une maladresse pathologique, c'est des enfants qui tombent souvent, qui sont vraiment très maladroits, qui cassent les objets. Ça peut être des enfants qui n'arrivent pas du tout à organiser leur sac d'école. Et donc, à des moments comme l'adolescence où on demande une charge de travail un peu plus importante à l'enfant, ils vont venir me voir pour apprendre à mieux s'organiser, mieux organiser leur travail. Donc, des fois, il y a des parents qui viennent me voir parce que leur enfant n'a pas de difficultés visibles, il n'y a pas de handicap forcément, mais il y a un retard de développement. Par exemple un retard de marche, donc à partir de 18 mois, 2 ans, un enfant qui ne marche toujours pas et qui n'arrive pas à jouer avec un ballon ou commencer à investir les jeux, ils vont venir me voir pour qu'on regarde quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'on peut essayer de rattraper ce petit retard. Généralement, on va regarder la manière dont l'enfant a intégré son corps, comment il comprend les parties de son corps, est-ce qu'il peut faire des petits bravos, bye bye, etc. Donc ça c'est déjà la première chose, il doit pouvoir comprendre son corps. Ensuite, comment est-ce qu'il investit l'espace, donc comment est-ce qu'il s'intéresse aux objets à côté. Peut-être que c'est un enfant à qui on a l'habitude de tout donner et on lui dit pas non mais va prendre toi-même. Donc voilà, ça on le regarde. On regarde aussi comment est-ce qu'il est installé au quotidien. S'il est tout le temps par exemple dans un transat ou sur une chaise attachée et qu'il ne bouge pas, ben c'est sûr il va avoir du mal à développer ses muscles parce qu'il n'a pas la possibilité de faire des mouvements. Donc c'est important de pouvoir mettre l'enfant au sol sur un petit matelas et qu'il puisse se retourner, faire des petits mouvements où il va envoyer la main complètement de l'autre côté et coordonner sa main et le regard aussi.